Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la DGA. Dans ce numéro, nous partirons à la découverte de l'IPE, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs. Mais avant cela, zoom sur le nouveau standard du Rafale, le Rafale F4. Nouveaux armements, combats aériens collaboratifs ou encore renforcement face aux menaces cyber, ce nouveau standard apporte des évolutions majeures. Depuis le commencement du programme Rafale, le développement de l'avion est passé par plusieurs incréments et plusieurs versions qu'on appelle des standards. Donc le standard du Rafale qui nous intéresse aujourd'hui est le standard F4 qui a commencé à être développé en 2018. Et donc en tout début 2023, on a vu les premiers avions de la marine et de l'armée de l'air être portés à ce standard et pouvoir commencer à effectuer leur premier vol. Le développement de ce standard F4 continue du côté des industriels et continuera jusqu'en 2027 à peu près. Mais dans la période, les différents avions de l'armée de l'air et de la marine vont être progressivement tous portés à ce standard. Donc le standard Rafale F4 apporte énormément de nouveautés pour les équipages. En particulier, il apporte des améliorations majeures de l'ensemble des capteurs existants du Rafale. Le radar, le RBE2, le système de guerre électronique, Spectra, le système d'optronique qui est à l'avant de l'appareil, ainsi que son pod de désignation laser, le Talios. Ensuite, ce standard apporte aussi l'intégration de nouveaux armements plus performants, un nouveau missile RR qui est le MIKA-NG, plus performant que le MIKA actuellement en service dans les forces, et un nouvel armement air-sol qui est un armement 2ASM de 1000 kg, donc une bombe à forte puissance avec des bonnes capacités de guidage. Il y a aussi quelques innovations dans ce standard. Il introduit un viseur de casque pour les équipages, donc qui est un équipement de tête qui va permettre au pilote d'avoir une meilleure connaissance de son environnement et de pouvoir interagir d'une manière innovante avec son système d'armes en détectant et en identifiant visuellement des objets, en tournant la tête et en pouvant désigner des choses qu'il voit au profit de ses capteurs. Ce standard apporte également d'autres évolutions dans le domaine de la connectivité, l'intégration d'une nouvelle liaison SATCOM, des évolutions des liaisons de données, un serveur de communication pour gérer plus facilement la configuration de tous les moyens de communication. Au-delà de toutes les évolutions assez continues qu'on effectue sur le Rafale, le standard F4 apporte quelques ruptures et en particulier l'arrivée de nouvelles capacités qu'on appelle le combat collaboratif. Les avions de combat sont déjà depuis quelques générations capables de s'échanger des données entre eux, mais on introduit maintenant des fonctions qui permettent non pas juste de partager des données, mais de créer des nouvelles données et de créer des nouvelles capacités au travers du partage de l'information. Pour donner un exemple, aujourd'hui on permettra au Rafale, tout en restant discret et furtif, d'écouter son environnement. Et au travers du partage des informations entre plusieurs avions de la patrouille, il permettra de détecter où sont les menaces sans utiliser son radar et tout en restant relativement discret. Ces nouvelles fonctions de combat collaboratif arrivent avec le Rafale F4, mais sont un axe qui va beaucoup avancer avec l'arrivée dans 10 ans du Rafale au standard F5 et à l'horizon 2040 du SCAF et des nouveaux moyens qui seront développés à l'occasion. Il est fondamental que la DGA participe de près au développement des avions de combat, puisque l'ensemble des compétences techniques des experts de la DGA sont au service au premier lieu du résultat qui sera celui du produit fini. Et c'est au travers de l'ensemble des experts de la DGA que nous arrivons à la fin à avoir un produit qui est mieux caractérisé, mieux connu, et ce qui nous permet ensuite de mieux conseiller les forces sur la façon d'optimiser son utilisation. C'est à Istres, au centre DGA Essai en vol, que le premier Rafale F4 a subi sa transformation et effectué ses premiers tests. Au programme notamment, l'intégration du viseur de casque Scorpion. Donc aujourd'hui, on est en train d'installer le système viseur de casque dans un avion F4. Donc il est composé d'une série de calculateurs et d'une constellation de pastilles qu'on voit sur la verrière qui vont permettre de déterminer en particulier la position de la tête du pilote dans le cockpit. Avant, le pilote avait des informations plaquées sur l'environnement extérieur qui étaient essentiellement à l'intérieur de la visualisation tête haute, donc qui est dans l'axe, juste au-dessus de la casquette du cockpit. Et on retrouve maintenant la plupart de ces informations dans le viseur de casque. Et là, ça peut être présenté à n'importe quel endroit où se pose le regard du pilote.
Ça permet d'avoir une meilleure connaissance de la situation tactique autour de lui, une meilleure connaissance du point de vol auquel il se trouve, même s'il ne regarde pas ses instruments. Et ça permet aussi de transmettre une ligne de visée, donc c'est la direction de son regard, au système de navigation et d'attaque de l'aéronef. Pour l'installation des pastilles, ce qui est difficile, c'est que c'est la première fois qu'on le fait. Comme toutes les premières fois, on se heurte à plein de petits soucis inattendus qu'il faut lever les uns après les autres. Et c'est une des raisons pour lesquelles on le fait à DGA et S'envol. Ça permet de déverminer cette opération comme elle est faite pour la première fois, pour ensuite fournir un retour d'expérience à l'armée de l'air et à la marine qui vont pouvoir le faire par la suite. Le viseur de casse va permettre de positionner des symboles à 360 degrés autour du pilote. Ça permet aussi une amélioration de la situation tactique en présentant sur l'environnement, hors de la visualisation tête haute, des éléments d'intérêt. Et ça permet la désignation par la ligne de visée. Donc le pilote, avec son regard, peut transmettre un élément à l'intérieur du système de navigation et d'attaque du Rafale. Le premier vol du viseur de casse consiste en particulier à tester un nouvel algorithme d'harmonisation du système qui permet d'améliorer sa précision. C'est important de tester aux conditions réelles parce qu'il y a des choses qu'on sait simuler et d'autres pas. Par exemple, un avion qui bouge, on a beaucoup de mal à simuler. La tête d'un pilote qui bouge à l'intérieur d'un avion, c'est encore plus difficile à simuler. Donc c'est important de le voir en vol. La qualité de la position d'un avion, des éléments comme ça, c'est vraiment très difficile à rendre en simulation. Je vous propose maintenant de partir à la découverte de l'IPE, l'inspectrice de l'armement pour les poudres et explosifs, qui maîtrise les risques liés aux produits explosifs au profit du ministère des Armées, mais également du monde civil. Cette autorité est indépendante et exercée réglementairement par un ingénieur général hors classe de l'armement. Il s'agit depuis 2020 de Françoise Lévesque. Elle revient pour nous sur la diversité de sa mission. Entre expertise technique, délivrance d'autorisation, conseil ou information, les missions sont très diverses. Les missions de l'IPE sont définies réglementairement. Elles s'exercent au profit du ministère des Armées, mais également de toute la sphère civile, pyrotechnique. Nous délivrons un certain nombre d'autorisations, des autorisations par exemple de fabrication d'explosifs à usage militaire. Nous délivrons des documents de sécurité pour le transport. Nous donnons des avis techniques sur des documents de sécurité au travail qui sont des documents indispensables, obligatoires, avant de commencer toute activité pyrotechnique. Nous allons également en inspection pyrotechnique sur le terrain. La valeur ajoutée, elle tient à notre expertise technique. Nous assistons les administrations. Nous allons délivrer également des conseils aux entreprises. Nous avons également une mission d'information de la communauté pyrotechnique que nous réalisons au travers de l'édition d'une publication semestrielle qui s'appelle la lettre de l'IPE et dans laquelle nous allons produire de l'information technique, de l'information réglementaire. L'IPE est assisté de 12 experts et expertes en sécurité pyrotechnique et sécurité des munitions, dont 9 sont de la DGA et 3 des armées, 1 par armée. L'IPE est chargé du suivi de la mise en application de la politique Murat. La politique Murat, c'est l'approche retenue par le ministère des Armées pour minimiser les conséquences d'un accident impliquant des munitions. Cette politique, qui préserve la sécurité des biens et des personnes, s'articule sur 2 points principaux, la sécurité intrinsèque de la munition et les mesures qui permettent de minimiser les dommages en cas d'accident. L'enjeu est d'abord, de manière un peu évidente, celui de la préservation des capacités opérationnelles et de la garantie de la sécurité des soldats. Le deuxième enjeu, c'est une question plutôt pragmatique, c'est quel est ce niveau de sécurité qu'on sent pour nos soldats. Il ne peut pas être absolu, il ne peut pas être garanti de manière absolue, donc il faut trouver un compromis. Les stratégies qu'on a pu voir dans le conflit ukrainien sur les ciblages des dépôts logistiques, la recherche de la maximisation des effets collatéraux, enfin, tout ça, ce sont des questions finalement qui montrent que l'intérêt du concept est quand même toujours majeur. Par contre, ce concept, il est moins articulé, moins construit sur la sécurité intrinsèque de la munition même, mais plus sur la recherche de barricades, d'écrans et de minimisation des effets sur la plateforme, et c'est sans doute vers ça qu'il faudra aller demain. Mais quel est concrètement le rôle de l'IPE dans la politique Murat ? Alors le rôle de l'IPE dans cette politique, c'est un rôle de pilote national pour le ministère des Armées. C'est le rôle qui lui a été défini par la décision du délégué en 92 qui a établi la première doctrine Murat. Ce rôle n'a pas changé. On l'assume en coopération avec les armées, donc c'est une discussion étroite. Et les évolutions de contexte, les évolutions dans les engagements, tout ça doit amener à réinterroger ce référentiel-là. Et c'est bien notre mission au sein de l'IPE vis-à-vis de cette politique. On le fait également avec les services techniques de la DGA, parce qu'il y a aussi des aspects techniques sous-jacents derrière les grands choix qu'on va faire. Au-delà de son implication militaire, l'IPE exerce aussi un rôle majeur dans le civil en travaillant notamment main dans la main avec le ministère du Travail.
Pour l'administration centrale, c'est un appui technique à la rédaction de la réglementation, c'est aussi des échanges en matière d'accidents du travail. Et pour les services déconcentrés du ministère du Travail, c'est aussi un appui technique sur des évaluations de risque qu'on peut appeler études de sécurité pyrotechnique ou études de sécurité du travail et une aide à l'inspection en cas d'accident pyrotechnique. Le rôle structurant de l'IPE pour les sites civils pyrotechniques, je le vois par sa vision globale en fait de la gestion du risque. C'est-à-dire qu'il y a une approche travail, une approche environnementale et de sûreté par rapport à nous, ministère du Travail, qui n'avons qu'une approche évaluation des risques pour les travailleurs. L'expertise de l'IPE est également reconnue par les sites industriels civils puisqu'ils sont très attentifs aux recommandations qui peuvent être émises par l'IPE au travers de sa lettre par exemple et puis lors des inspections avec leurs recommandations qui sont partagées avec l'inspection du travail. Je crois que cette collaboration fonctionne plutôt bien depuis longtemps, donc il faut qu'on la maintienne. Et puis je crois qu'on a une feuille de route assez intéressante à partager avec l'IPE qui est la rénovation de la réglementation en matière de santé et sécurité au travail sur ce risque en particulier, notamment au travers de l'évolution de la réglementation sur la dépollution pyrotechnique, sur aussi l'usage des explosifs dans les mines et carrières et dans le BTP et l'agriculture. Et puis enfin une révision plus structurelle des autres règles de sécurité en matière de risque pyrotechnique. C'est là-dessus que se termine cette édition. J'espère qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau JT de la DGA, puisqu'il y aura une édition spéciale chaque jour sur le Salon international de l'aéronautique et de l'espace. À bientôt.